Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez peut-être, pour cette troisième saison, est consacrée à la Nouvelle-France. Alors, ce soir, il sera question d'un grand commis de l'État français qui a eu un rôle déterminant pour la Nouvelle-France, Jean Talon. Jean Talon, un Français, né donc en France, évidemment, en 1626 et décédé en 1694. Un haut fonctionnaire qui a été remarqué très tôt et qui a eu des responsabilités importantes très jeune. Il est nommé intendant de la province du Hainaut en 1655. Et c'est donc vers lui que le jeune Louis XIV et son ministre responsable des colonies, Jean-Baptiste Colbert, c'est vers lui qu'il se tourne pour gérer les affaires de la Nouvelle-France avec d'autres administrateurs importants. On en reparlera. Alors, il se tourne vers lui à un moment critique de la Nouvelle-France, de l'histoire de la Nouvelle-France. Pourquoi? Parce que, vous le savez, depuis la destruction de la Huronie en 1649, la Nouvelle-France est constamment menacée par des attaques iroquoises. Les gens ont très peur, les gens restent chez eux. Durant les années 1650, certains montréalistes pensent que c'en est fini de Montréal, de Ville-Marie, songent même à retourner en France. Et donc, ce climat de tension, ces peurs, eh bien, paralyse le commerce des fourrures, paralyse toute l'économie de la Nouvelle-France. On constate aussi, au début des années 1660, que le système de peuplement ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. On avait confié, je vous le rappelle, ce système de peuplement à des compagnies privées, Compagnie de la Nouvelle-France, des sans-associés, Compagnie des habitants. Eh bien, on s'aperçoit que ce système ne donne pas les fruits escomptés. Au début des années 1660, on est en Nouvelle-France à peine plus de 3000. Ah, donc, deux options se présentent à l'État français au début des années 1660. Soit on ferme boutique, ou soit on donne un coup de barre. Alors, si on est encore ici pour en parler, c'est visiblement parce que c'est la deuxième option qu'on a choisie. Cette deuxième option, donc, c'était de donner un coup de barre, c'était d'opérer des réformes importantes dans la colonie, c'était d'accroître la population, c'était de diversifier l'économie. Et pour opérer toutes ces transformations, tous ces changements, eh bien, il fallait des hommes compétents, des hommes zélés, des hommes dévoués, comme Jean Talon. Alors, pour nous parler du parcours de cet homme si important qui, on verra, a été en Nouvelle-France 5 ans. On parle beaucoup de lui encore aujourd'hui, mais il n'a pas été si longtemps dans la colonie, finalement, quand on prend la peine de s'y pencher. Donc, pour parler du parcours de cet homme et de ses principales réalisations, on a invité une femme, une chercheure, qui travaille en ce moment sur une biographie de Jean Talon. La dernière remonte en 1904. Donc, je pense qu'on était dû pour une nouvelle biographie. Elle était de Thomas Chappet, Sire Thomas Chappet. Donc, on était dû pour une nouvelle biographie. Elle est en train d'y travailler. C'est une spécialiste de la Nouvelle-France qui a déjà publié d'ailleurs un livre très remarqué sur l'alcool en Nouvelle-France. Elle est aussi la présidente des Rendez-vous d'histoire de Québec, un événement qui a lieu à tous les mois d'août. Et ce sont des conférences avec des historiens sur l'histoire, un événement très intéressant. Donc, je vous prie d'accueillir chaleureusement Mme Catherine Ferland. Bienvenue. Alors, Catherine Ferland, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Et je le disais en introduction, j'ai un exemplaire que je ne fais pas tirer de la dernière biographie de Thomas Chappet. Elle est d'ailleurs, elle avait été donnée au chanoine Groux, on l'a tiré de sa bibliothèque.
C'est un objet de musée. Amitié et félicitations, Thomas Chappet. Donc, 1904, on était dû? On était dû, effectivement. Alors, quel a été le déclic? Comment vous avez eu l'idée, justement, outre le fait qu'on était dû? Pourquoi ce personnage? Pourquoi ce personnage? Bien, en fait, c'est une relation un peu personnelle que j'ai avec l'intendant Talon dans la mesure où, bien, au travers de mes recherches sur l'histoire de l'alcool, bien, quand on travaille sur la bière en Nouvelle-France, forcément, le nom de Talon arrive dans le décor assez rapidement. Hein. Donc, bon, on aura l'occasion de s'en parler tout à l'heure. Donc, c'est un personnage qui était dans ma mire et me rendant compte, justement, du trou dans l'historiographie, je me suis dit, bah, tiens, ça serait une bonne idée de lui consacrer une biographie. Donc, avec mon conjoint, on a commencé ce chantier-là il y a déjà quelques mois, puis ça s'en vient. Donc, on ne devrait pas avoir à attendre un autre siècle avant d'avoir ça. On compte sur vous et sur votre conjoint. Je vous rappelle, Catherine Ferland, que vous avez donc publié en quelle année? 2010. 2010, Bacchus en Canada, boisson, buveur et ivresse en Nouvelle-France. Donc, Jean Talon, il est question de Jean Talon, on en reparlera puisqu'il a voulu diversifier de ce point de vue-là aussi l'économie. Parlez-nous des origines de Jean Talon, de ce qu'on sait de son enfance et de ses origines familiales. Jean Talon, en fait, vient d'une grande famille de gens qui s'impliquaient beaucoup dans la cléricature, la magistrature. Donc, c'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part, c'est vraiment un réseau familial déjà bien établi. Les Talons, il y a deux branches, hein, ça c'est important de le distinguer. Il y a une branche parisienne et il y a la branche dont Jean Talon lui-même provient, donc qui est de Châlons en Champagne. Donc, Châlons, c'est une ville de Champagne, bon, une ville où il y a toujours eu beaucoup de commerce. Déjà à l'époque médiévale, les grandes foires de Champagne, ça passait par Châlons. C'est une ville où il y a vraiment une histoire très importante de gens qui s'impliquent dans la communauté. Donc, dans la famille Talon, on a des gens qui vont diriger des chanoines, par exemple. On va avoir des gens qui vont être l'équivalent des maires à l'époque. Et c'est dans ce terreau-là que va naître Jean Talon en 1626, au début janvier. Mm-hmm. Et il va faire des études, je crois, chez les Jésuites. Oui, il aurait pu étudier chez les Jésuites de Châlons, mais finalement, sa famille décide, c'est quand même une bonne idée, de l'envoyer à Paris en se disant qu'il va être plus près du pouvoir. Donc, il se retrouve au Collège de Clermont, qui est devenu le Collège Louis-le-Grand quelques années plus tard. Ah oui, et donc, oui, une institution très prestigieuse. Hein, c'est l'endroit où on envoyait tous les fils de famille étudier. Donc, il y avait, on pourrait dire, de la noblesse de robe et de la noblesse d'épée qui se côtoyaient. Donc, des vrais aristocrates et des gens qui travaillaient fort pour le devenir, qui se côtoyaient là-dedans. Pour le devenir, oui. Qu'est-ce qu'on sait de la personnalité du jeune Jean Talon qui peut peut-être expliquer son avancement ou le fait qu'il a été plus tard remarqué? Qu'est-ce qu'on sait de sa personnalité, de ses qualités peut-être? C'est une bonne question. On ne sait pas grand-chose de sa psychologie. Hein. Si on veut entrer dans cette piste-là, Éric, on peut aller se demander quel type d'homme il était. On le devine un peu à la faveur des rapports qui sont faits sur lui et surtout à la faveur de ce que les ministres vont décider de lui confier comme importante tâche, dont celle, évidemment, d'intendant. Ce qui fait que, bon, pour connaître un peu le profil de Jean Talon, il faut lire un petit peu entre les lignes. On comprend que c'est quelqu'un qui est très capable. C'est un terme qui revient dans la correspondance quand on parle de Talon, puisque, alors qu'il est encore dans la jeune vingtaine, il se voit confier des missions importantes. Il devient commissaire des guerres dans le Hainaut. Il va côtoyer de près Turenne, donc Henri de la Tour de Turenne. Il va vraiment... Un grand général, hein? Oui, un grand maréchal de France qui a servi sous Louis XIII, sous Louis XIV. Donc, Jean Talon est appelé à côtoyer ces gens-là et on dit de lui que c'est quelqu'un qui est très capable. Et surtout, ça, c'est intéressant. C'est un bon fonctionnaire parce qu'il rend régulièrement des comptes à l'autorité. Donc, il va faire des rapports, il va écrire pour dire, bon, ça s'est passé de telle façon. Et ça fait en sorte qu'on comprend très, très bien son action là, dans les différentes missions qui lui sont confiées. Et c'est frappant parce que, j'ai dit tout à l'heure, il est nommé intendant, ce qui est un poste très important. On y reviendra, mais du Hainaut, donc en 1655. Alors, j'ai fait le calcul, ça veut dire qu'à 30 ans, à moins de 30 ans, il y avait déjà un poste important. Marcel Trudel, dans ses gros livres sur la Nouvelle-France, consacre toute une partie à Jean Talon. Et on sent que, c'est un peu... Marcel Trudel, on sent qu'il y a un petit côté iconoclaste. Hein? Il veut peut-être déconstruire les héros de la Nouvelle-France. Il le présente un peu comme un courtisan. Hein? Et c'est pas très positif sur sa plume. Et est-ce que vous pensez qu'il a raison? Un courtisan, hein? Quelqu'un qui fait des courbettes là, pour obtenir ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut dire ça de Jean Talon?
Oui et non, parce que je trouve que bon, le terme courtisan est peut-être un petit peu fort, surtout quand on sait que, bon, selon l'acception de grands historiens comme Lucien Febvre et tout ça, dans François Bluch aussi, quand on parle de courtisan, on est plutôt dans quelqu'un qui, d'abord, réside à Versailles ou réside tout près de la cour. Hein, c'est quelqu'un qui a une proximité avec la famille royale et qui s'arrange pour être vu. Et, pour paraître. Oui, oui. Et puis la question des courbettes ici, bon, on la visualise très, très bien. Oui. Talon, est-ce qu'il est un courtisan? Moi, je ne penserais pas, parce que, non, je trouve que ça... On est plutôt dans un autre mécanisme, celui de ce qu'on appelle à l'époque clientélisme. Et ça, c'est très différent. C'est plutôt un rapport avec une autorité qui est faite de bienveillance et d'entraide. Donc, on est plutôt là-dedans que dans vraiment de la courtisanerie, au sens où on l'entend au 17e siècle, évidemment. Oui, bien sûr. Maintenant, avant de parler du Jean Talon qui vient en Nouvelle-France, juste un mot sur l'administration française, pour comprendre comment ça fonctionne, puisque Jean Talon, au fond, même si je pense qu'il a eu un prédécesseur pendant quelques mois, mais qui n'est jamais venu, je pense. Qui n'est jamais venu, non. Mais il a été le premier intendant de la Nouvelle-France. Mais parlez-nous un peu, justement, de la croissance de l'État français au 17e siècle, qui nous permet de comprendre le rôle d'un intendant dans l'administration française. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France est dans un contexte tout à fait particulier. Toute la première partie du 17e siècle, c'est une période de troubles. Hein, ça, c'est important de le rappeler. Il y a des guerres. La guerre de 30 ans qui démarre en 1618, ça fait beaucoup de dommages. Il y a les guerres de religion au travers de ça. C'est une période où l'État français ressent un peu le besoin de se réorganiser. Donc, on va avoir un resserrement progressif autour de la personne du roi, ce qu'on appelle progressivement l'absolutisme. Donc, on va centraliser pas mal tout le pouvoir autour de la personne du roi et de quelques personnes choisies. C'est dans cette mouvance-là que Richelieu, le cardinal de Richelieu, va créer la fonction d'intendant, qui n'existait pas avant. Donc, c'est vraiment une pure création de la première partie du 17e siècle pour donner une chance, justement, de bien surveiller ce qui se passe dans les différentes provinces françaises. Oui, et aussi, peut-être, pour comprendre, c'est que les provinces de France étaient dirigées historiquement par des aristocrates, des grands seigneurs, des aristocrates, la noblesse de robe dont vous parliez. Mais c'est comme si, à côté d'eux, on voulait avoir un genre de commissaire politique là, qui recevait ses ordres de Paris et qui surveillait un peu pour garder l'emprise aussi. Oui, parce qu'on va se le dire, avant Louis XIV, la noblesse en France, c'est un peu turbulent, c'est pas très fiable. Hein, ils peuvent décider de faire des guerres privées entre eux et tout ça, puis c'est pas garanti que ça va dans les intérêts de la royauté comme telle. Ce qui fait que, bon, justement, c'est vrai qu'on peut penser à une sorte de système parallèle, une filière de gens qui sont nommés en place, qui ont des charges administratives. Donc, ce n'est pas de naissance, ce n'est pas ce n'est pas nobiliaire, pas du tout. C'est vraiment des gens qui ont démontré des capacités et qu'on va chercher, des compétences dans la gestion, dans l'administration publique. Même s'ils sont presque toujours de bonnes familles, là, mais ils sont des gens compétents et c'est pour ça qu'on les choisit. Des gens de mérite. Des gens de mérite, exactement. Maintenant, arrivons à la Nouvelle-France. Je l'ai dit dans ma présentation, mais je pense qu'il faut y revenir plus en profondeur. Au moment où on se tourne vers Jean Talon pour, justement, qui vienne en Nouvelle-France, ça ne va pas du tout, là, en Nouvelle-France. Oh, non. Donc, j'ai évoqué quelques problèmes, mais on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, que ça passe ou ça casse. Décrivez-nous un peu mieux là, le climat qui règne. C'est un climat d'incertitude parce que c'est vrai qu'avec les problèmes qu'on connaît avec les nations iroquoises à ce moment-là, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est un problème quotidien, on pourrait dire, pour les gens de la Nouvelle-France, qui menacent directement leur sécurité. C'est pas seulement, bon, de se dire, c'est un peu agaçant, c'est dangereux. Et on n'a pas fait la démonstration que les différentes compagnies de commerce qui venaient ici étaient en mesure de bien défendre la population. D'ailleurs, une population qu'ils n'ont pas tellement contribué non plus à faire fructifier. Disons que dans le contrat, c'était, on vous donne des monopoles, mais amenez des gens. Il y a comme une partie du contrat qui n'était pas tout à fait remplie. Là, donc, ça grugeait les profits, il faut croire. Oui, c'est ça. On faisait un peu comptoir, là, mais c'était des toutes petites villes. Hein. Donc, on est à peine quelques années après la fondation de Montréal. Il ne se passe pas grand-chose, finalement, ici. Ce qui fait que, ben, à quelque part, on peut se demander, même si ça n'a pas effleuré l'esprit des gens de la cour, de se dire, ah, ben,
tiens, si on laissait tomber le Canada dès cette époque-là. Mais heureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit, on le sait. Donc, quand Louis XIV reprend le pouvoir, commence ce qu'on appelle le début de son règne personnel, il va dire, bien, écoutez, il faut absolument redresser la situation. Il se fait envoyer des rapports, il se documente. Reçoit des visiteurs. Oui. On pense à Pierre Boucher, notamment. Mais oui, Pierre Boucher, futur sieur de Boucherville, qui va en France pour présenter l'état de la situation. Donc, le roi a une connaissance, somme toute, assez bonne de la situation. Main, avec des personnages, avec les jésuites aussi, qui expliquent. Oui. Oui, et donc est capable de dire, bon, ben OK, maintenant, il faut redresser la situation, d'abord d'un point de vue militaire, bien sûr, pour sécuriser la colonie, mais aussi d'un point de vue carrément de démographie. Il faut augmenter cette population-là. Si on veut prétendre gouverner un peuple dans la vallée du Saint-Laurent, ben il faut des gens. Donc, il va se décider à se structurer, à allouer des sommes pour réaliser ce projet-là. Mm-hmm. Alors, vous dans une recherche que vous avez menée, vous dites bien que, justement, il y a une mission très précise qui est confiée à Jean Talon. Hein? Quand apprend-il qu'on l'approche clairement pour cette mission? Et qu'est-ce qu'on dit? Quel est son énoncé de mission? Hein? Je crois que c'est la formule. Qu'est-ce qu'on lui demande? Et quand l'apprend-il? Est-ce qu'il hésite? Est-ce qu'on sait sa réaction à j'imagine, cette offre qu'il n'attendait pas nécessairement, quand on sait à quel point c'était périlleux d'aller en Nouvelle-France à l'époque? Oui. Alors, comment ça se passe pour lui? En bon fonctionnaire, c'est certain qu'il ne refuse pas. Hein, ça ne se refuse pas. Mais il reçoit une commission d'intendants qui le nomme intendant de police, de justice, de finances. Il a vraiment beaucoup d'attributions. C'est une mission extrêmement complexe qu'on lui confie. Et c'est intéressant parce que ça survient aussi à un moment où, on parlait tout à l'heure des problèmes qu'il y avait ici avec les Iroquois et tout ça, mais il y avait aussi un autre problème qu'on ne nomme pas souvent, c'est le fait que l'Église avait pris beaucoup d'importance dans la mesure où on n'avait pas beaucoup de commis ou d'hommes politiques pour diriger la colonie. Qui passaient trop rapidement. Qui passaient trop rapidement. Bien, ce sont les gens d'Église qui, un peu spontanément, avaient occupé cette niche-là de direction et d'administration. On a l'impression que Champlain n'avait jamais été remplacé, en fait. Presque. C'était des gens qui passaient très rapidement. On a eu quand même le gouverneur Huot de Montmagny, mais disons que, bon, effectivement, c'était beaucoup aux mains de l'Église. Et ça ne plaît pas tout à fait à Louis XIV. On est dans une optique de ce qu'on appelle le gallicanisme. Ça, c'est le gallicanisme royal, c'est de dire l'État français a préséance sur l'Église. Et là, voyant ce qui se passe dans la colonie ici, il se rend bien compte que, ben non, ce sont les Jésuites qui mènent. Ce sont des gens comme Monseigneur de Laval, futur évêque de Québec, qui mènent. Et donc, Talon reçoit explicitement, et ça c'est important, on le voit très, très bien dans sa commission, reçoit la mission très explicite de venir représenter le roi dans la colonie. Sous-entendu, mettre ces Jésuites à leur place. Oui. Hein? Mettre au pas et surtout redonner... Leur rappeler qui est le boss. Oui, et redonner à sa place à l'État français qui est représenté par lui-même et qui va être représenté également par le gouverneur qui arrive en même temps que lui. Donc, les commissions de l'intendant et du gouverneur sont données en même temps en 1665. Alors, justement, donc c'est 1665. Alors là, il met le cap sur Québec. On en a déjà parlé dans d'autres rencontres, mais comment se passe, comment s'organise et comment se passe cette traversée? Pour Jean Talon, c'est pas un homme de mer, c'est pas un grand marin, Jean Talon. Là. Non, quand on vit en Champagne... Quand on vit en Champagne, il n'a pas pris souvent le bateau. Non. Comment ça se passe et comment ça s'organise et avec qui vient-il? D'abord, on peut peut-être aborder sa préparation. Oui. Comme on dirait en mauvais français, il se fait briefer très, très bien. Donc, on lui remet un mémoire avec des instructions précises, non seulement sur sa tâche, mais aussi sur l'état de la colonie, pour qu'il puisse se faire une idée de l'ampleur de ce qui l'attend. Mais oui. Donc, ça, c'est très important. On peut supposer aussi qu'il a fait ses devoirs. Ça, c'est plutôt une supposition, mais qu'il a lu Pierre Boucher, qu'il a lu tout ce qu'il y a de disponible, les relations des Jésuites, pour se préparer également. Donc, il part de La Rochelle et au moment où il se prépare à appareiller, il n'y a pas que lui sur le navire. Il va s'installer sur le Saint-Sébastien, qui est un navire important qui a été saisi
par le roi à un de ses anciens conseillers, Fouquet. Donc, un navire magnifique. On le décrit à l'époque comme un des très, très beaux navires pour faire la traversée. Et donc, il s'embarque là-dessus avec le futur gouverneur, donc Daniel de Rémy de Courcelles, qui est nouvellement nommé aussi. Donc, les deux hommes ne se connaissaient probablement pas avant de recevoir leurs commissions respectives de gouverneur et d'intendant. Mais bon, ils vont prendre la mer ensemble et probablement prendre le temps aussi de discuter de leur mandat, de ce qu'ils ont à faire. Et sur le bateau, il y a aussi 4 des compagnies du régiment de Carignan-Salière, donc 400 militaires. Là, on commence à se dire, ouais, ça fait beaucoup de monde sur un bateau. Effectivement, c'est pas la croisière s'amuse, là. C'est vraiment très... tout le monde est très tassé. Les navires, à l'époque, on peut supposer qu'ils ont des cabines pour eux, mais bon, les odeurs et tout ça, c'est quand même pas très confortable. Et surtout, la traversée dure plus de 100 jours. Donc, on est autour de 117 jours. C'est vraiment très, très long. Donc, quand ils arrivent à l'automne, je vous assure, ils sont plus très frais, là. Il y a beaucoup de monde qui sont malades. Il y en a plusieurs qui se font débarquer tout simplement à Tadoussac parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Il y a eu plusieurs morts en route. Et quand ils arrivent à Québec, bien, on dit il y a presque la moitié de l'équipage qui est atteint. Là, on exagère un petit peu, là, mais on parle de peste, on parle de fièvre rouge. Donc, c'est quelque chose qui ressemble au typhus, là. Ça ne va pas très bien. Talon lui-même n'est pas malade, heureusement, mais on s'entend qu'il a dû prendre quand même quelques jours pour se remettre un petit peu de sa traversée. Alors, un petit détail que peut-être qui n'aura pas échappé à nos auditeurs, c'est le fait qu'il vient seul. C'est un célibataire, Jean Talon. Il ne vient pas avec sa famille. Non. C'est un célibataire, donc vraiment dévoué corps et âme à l'État français. Mais il arrive en même temps qu'un personnage, ou enfin, il arrive presque en même temps, peut-être qu'il arrivera un peu avant ou un peu après. Un grand personnage, moi, que je trouve fascinant, c'est Tracy. Oui. Qui va commander justement le régiment Carignan-Salière. Alexandre de Prouville de Tracy. Alors, parlez-nous de lui un peu, parce qu'il est vraiment important. Il arrive avec, c'est quasiment le vice-roi là, qui débarque. Lui, c'est son intendant, mais lui, il est encore plus important même que de Courcelles, je crois. C'est un personnage majeur qui vient des Antilles. Racontez-nous un peu, pour qu'on voit un peu le tableau quand Talon arrive, là. C'est un personnage vraiment plus grand que nature. Hein? Il est décrit à l'époque comme à la fois flamboyant et très pieux. Donc, ça fait un drôle de mélange, mais c'est vraiment quelqu'un de très solide. Et c'est quelqu'un aussi qui a été, qui sert la couronne depuis très longtemps. Il a été envoyé pour pacifier la région des Antilles, hein, parce que quand on parle de Nouvelle-France, il ne faut pas oublier qu'on parle aussi des îles françaises de l'Amérique, donc des Antilles. Et Alexandre de Prouville de Tracy est allé sur place avec quelques compagnies de militaires, plusieurs centaines d'hommes, pour reprendre le contrôle sur les Antilles françaises. Et quand il entend parler, quand il se fait donner la commission de grand commissaire des armées du roi en Nouvelle-France, eh bien, il revient vers Québec. Il va même assumer, on pourrait dire, l'intérim de la gouvernance en attendant que Daniel de Rémy de Courcelles arrive en même temps que Talon. Donc, c'est un personnage qui prend beaucoup d'espace. Par contre, ce qu'on va découvrir un petit peu plus tard, c'est que c'est quelqu'un qui, malgré toute sa capacité, est très à l'écoute aussi. C'est pas du tout quelqu'un de chicanier, comme par exemple Frontenac, qui va arriver quelques années plus tard. Ado tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un de très conciliant qui a peut-être, on pourrait dire, les intérêts supérieurs de la colonie comme étant vraiment ce qui va primer sur son ego personnel. Donc, vraiment quelqu'un d'envergure qu'on envoie pour commander le régiment de Carignan-Salière. Et c'est une sacrée mission parce que vraiment, il y a beaucoup de travail à faire pour sécuriser la Nouvelle-France. Ça va se passer en 1666. Il y aura deux, trois tentatives. Maintenant, une fois Talon sur place, une fois que là, Talon a rencontré différentes personnes à Québec, qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Quelle est sa mission prioritaire? Bien, avant de raconter ça, j'ai peut-être une petite anecdote. Et ça, c'est assez amusant. Ça en dit long sur le bonhomme. Talon, en arrivant, décide d'aller faire une petite visite aux religieuses. Donc, il va aller voir les Ursulines, il va aller voir les Augustines. Et il ne s'annonce pas comme étant ce qu'il est. Donc, il n'arrive pas en tant qu'intendant. Il arrive en se prétendant son propre secrétaire, donc un peu incognito, en disant « je viens un peu pour repérer le terrain pour mon maître, Jean Talon et tout ça ».
Et finalement, bon, voyant cet homme qui s'exprime si bien, qui a l'air de prestance et tout ça, ben, finalement, les religieuses devinent un petit peu que finalement, c'est l'intendant là, qu'elles ont devant elles. Et il est démasqué de cette façon-là. Et ce sont les religieuses elles-mêmes qui relatent l'anecdote dans leurs écrits. Donc ça, c'est assez sympathique. On peut se dire, est-ce que c'était une blague? Non, je pense pas. C'est probablement une stratégie pour avoir aller, peut-être plus le parfum, pour être oui, plus oui, mis, oui, pour c'est sentir ça. les... Oh oui. avoir la vérité sur... Exactement. Donc, une fois qu'il fait cette rencontre, quelles sont ses missions prioritaires? Bien, je dirais la première chose, c'est de redresser la question de la démographie, parce qu'il se rend compte que, bon, oui, c'est un empire français d'Amérique, mais empire français avec quelques milliers de personnes sur un territoire grand comme ça manque un petit peu d'envergure, justement. Donc, il faut d'abord savoir quel est l'état des lieux. Il va commander des recensements assez rapidement, d'ailleurs. Donc, on va avoir les premiers recensements de la Nouvelle-France dans les premières années j'oserais dire, de son règne. Donc, il va avoir une idée un peu plus précise de la population qu'il a à administrer. Il va aussi décider de structurer davantage ce qu'on appelle les filles du roi. Donc, c'est un programme d'émigration féminine. À l'époque, on n'appelle pas ça les filles du roi. On parle tout simplement de filles à marier. L'expression filles du roi arrive un petit peu après. Mais lui, il se rend compte que, des fois, on envoie beaucoup de Parisiennes. Oh. C'est bien, on n'a rien contre les gens de Paris, mais demander à une Parisienne élevée au couvent de s'occuper d'animaux de la ferme, c'est pas toujours évident. Donc, il écrit explicitement en disant, écoutez, essayez de nous envoyer des femmes qui sont aptes aux travaux de la terre, qui sont de santé robuste, et si possible, qui sont quand même assez jolies à regarder. Voilà. Mais c'était simple. Et on voit le résultat. Mais voilà, on descend de ces femmes-là. Donc, structurer, c'est ce que ça voulait dire. Oui, structurer ce programme. De s'assurer que, c'est ça, que ça réponde un petit peu plus aux besoins et à la commande aussi. Ouais. Parce qu'effectivement, d'envoyer des gens pour broder, c'est ça, on a besoin de gens pour travailler la ferme. Donc, d'une part, ce programme-là va être un petit peu plus... D'ailleurs, c'est important de le mentionner, les Filles du Roi, c'est antérieur à Jean Talon. Ça avait commencé 2 ans auparavant, mais disons que sous sa gouverne, on va davantage répondre aux besoins réels de la colonie en termes de peuplement. Une autre chose aussi, c'est qu'il va beaucoup mettre d'accent sur l'installation des soldats de Carignan-Salière. Parce qu'après un certain temps, après leur mission, on pourra revenir sur cette question militaire après, mais disons que pour parler des soldats, quand ils sont démobilisés à la fin des conflits, au lieu de retourner en France, bien évidemment, on les incite à rester ici. Talon va dire, écoutez, on a ici une population qui a besoin de vous. Installez-vous, on va vous offrir des terres, on va vous offrir une facilité d'installation et vous marierez des filles du roi. Donc, c'était assez bonus comme approche. Et on sait que les officiers du régiment de Carignan-Salière vont devenir des seigneurs dans la vallée du Saint-Laurent. On n'a qu'à penser à des seigneuries comme Saint-Ours, Sorel, il y en a plein. Ce sont les noms des officiers qui ont donné le nom à ces paroisses-là. Donc, il y a vraiment une installation très importante, là, plusieurs centaines de soldats comme ça qui vont décider de rester. Et il y avait aussi une préoccupation pour les classes sociales. C'est-à-dire, il fallait avoir des gens de tous les milieux, notamment des beaux milieux, des classes sociales. Il y avait cette préoccupation, dans le fond, de reconstituer en Nouvelle-France une société européenne ou française, à la française. Oui, tout à fait, parce qu'en voyant à quel point... tout d'abord, on peut parler des artisans aussi. Oui. C'était un manque flagrant dans la colonie. Talon, très rapidement, va identifier le fait que pour développer quelque chose, on ne peut pas seulement avoir des ecclésiastiques, on ne peut pas seulement avoir des soldats, ça prend aussi des gens de métier, des gens capables de faire, de fabriquer. Donc, il va demander à ce qu'on envoie le plus possible des ouvriers, des artisans, des gens qui maîtrisent un métier pour diversifier l'économie. Donc, ça aussi, ça fait partie de sa stratégie de peuplement, effectivement, d'aller combler plusieurs niches possibles en termes démographiques, de ne pas avoir que des nobles, de ne pas avoir que des gens d'église, mais bien d'avoir une diversité qui reflète bien celle de la France. On insiste souvent aussi sur la mise en place d'un conseil souverain. Hein? Donc, c'est une nouvelle structure qui se met en place durant ces années-là, qui est décidée en 1663, mais qui prend forme graduellement. Là, ça signifie aussi que le pouvoir, il est partagé. Il y a un gouverneur avec ses responsabilités. Il y a un intendant, vous l'avez dit, qui a beaucoup de responsabilités. Il y a ce qui va devenir l'évêque, qui n'est pas encore officiellement un évêque, mais
Il y a des représentants de la colonie. Comment Talon voit son rôle dans tout ça? Est-ce qu'il y a des chicanes de juridiction? Comment ça se passe rapidement? Hein? Bien, c'est comment Talon voit les choses. Oui. C'est moins comment il voit les choses qu'est-ce qui lui est demandé. Parce que dans la commission de Talon, il y a précisément ces prérogatives au sein du Conseil souverain. Jusqu'alors, le Conseil souverain s'occupait de toute une panoplie de questions qui, à partir du moment où Talon arrive, tombe dans sa cour, comme on dit. Donc, c'est lui qui va reprendre le flambeau pour s'occuper de justice, de s'occuper des finances, de s'occuper des petits règlements, de tout ce qui touche la vie civile, finalement. Il va laisser au Conseil souverain ce qui est vraiment de son ressort, c'est-à-dire d'être un tribunal d'appel, un tribunal de seconde instance. Et Talon, lui, va s'occuper de déterminer qu'est-ce qui est digne du Conseil souverain et qu'est-ce qui peut être réglé beaucoup plus simplement. Ce qui fait que ça va délester le Conseil souverain de beaucoup de travail. Et est-ce que ça va bien se passer avec le gouverneur? Parce qu'on sait que ça a été souvent tendu entre l'intendant et le gouverneur. Et dans son cas, est-ce que ça va bien se passer? Bien, si les choses avaient bien commencé avec Daniel de Rémy de Courcelles, on peut dire que ça s'est un petit peu dégradé au fil du temps parce que, en fait, ce qu'on se rend compte en lisant la correspondance, c'est que de Courcelles n'est pas très commode. Lui, il n'aime pas trop partager. Il a beaucoup comment je dirais bien, de prétention. Et il a une conscience aiguë de sa fonction de gouverneur qui est de représenter le roi ici. Alors, il va prendre ombrage facilement de ce que Talon va faire et il va y avoir certaines frictions entre les deux. Et est-ce que je peux parler de ça? Je pense que oui. Une petite anecdote encore. Il y a des frictions, mais même aussi au niveau matrimonial, parce que les deux hommes vont courtiser la même dame. Ah, ben là, c'est éternel, ça. Et finalement, elle ne choisit aucun des deux. Elle va choisir le Seigneur. Elle va choisir le Seigneur. Eh oui. Alors, le Seigneur a fait deux jaloux. Oui. Ça n'a sans doute pas aidé la cause de la relation entre les deux. Parmi des fonctions très importantes, c'est la diversification de l'économie. Oui. Alors, dites-nous un mot, là, parce que vraiment, on a l'impression qu'il est tout feu, tout flamme, qu'il fait flèche de tout bois. C'est vraiment un homme dynamique et qui croit aussi au potentiel de la colonie et qui va tenter de développer des industries dans toutes sortes de... Racontez-nous, résumez-nous un peu son activité de ce côté-là. C'est difficile de résumer son action, mais disons que pendant son premier mandat, parce qu'il va venir 2 fois, mais lors de son premier mandat, il est vraiment attentif à développer au maximum le potentiel de la colonie. Donc, il va faire de l'exploration minière, il va faire des expériences, faire fondre des sables pour voir si on peut en faire de la vitre. Il va établir une corderie pour faire de la corde. Il va aussi s'intéresser à la culture du chanvre, pas le chanvre récréatif, là, précisons, le chanvre pour faire Donc, Justin est peut-être inspiré par son Talon. Donc, il va s'intéresser au chanvre pour l'industrie navale parce que c'est une fibre qui ne pourrit pas. Donc, pour les longs voyages en mer, d'avoir des voiles solides et qui ne pourrissent pas, on s'entend que c'est un atout. Donc, il essaie d'établir une industrie navale à Québec. Il va avoir un chantier naval également. Oui. Il va faire établir une potasserie, donc cette espèce de substance avec laquelle on peut faire du savon et tout ça. Il va avoir vraiment une vision très dynamique de la possibilité de faire les choses ici. Et même, à un moment donné, il écrit en France en disant très fièrement « Je suis capable maintenant de m'habiller des pieds à la tête avec les productions du pays. » Donc, des chaussures, des chapeaux, peut-être pas les perruques, mais en tout cas, on n'est pas rendu là tout à fait, mais vraiment, on est... des perruques un peu particulières, là. Oui. Disons qu'on comprend que, bon, l'industrie textile, il a vraiment essayé d'insuffler beaucoup d'énergie au développement ici, même si ça ne fait pas toujours l'affaire de Colbert. Ben justement, parce qu'on dit toujours que la France, la doctrine économique de la France de l'époque, c'est le mercantilisme, qu'on va chercher dans les colonies des matières premières qu'on transforme en métropole. Donc là, de penser de développer des industries en colonie, ça ne devait pas toujours faire l'affaire de... C'est ça qui est tellement dommage avec le parcours de Jean Talon, parce que, justement, il voulait tellement, on le voit dans sa correspondance, on le voit dans ce qu'il prépare, ce qu'il envoie, tout ce qu'il veut faire, et il se fait constamment freiner. Justement, on lui dit... Wow, n'en fais pas trop. Il faut quand même pas que la colonie devienne une concurrente de la mère patrie. Ben voilà. Et c'est là que l'enjeu devient tout en subtilité. Ça doit être très frustrant pour lui. Très frustrant. Et ça explique peut-être aussi pourquoi, après un certain temps, il va demander son rappel en France. Mais donc, il va quand même essayer très, très fort. Il va essayer d'établir une brasserie. Bon, bien justement,
Parlons-en, parce que vous, là, on sait que vous connaissez ça, l'alcool. Parlez-nous de ça, parce que c'est quand même... hein, on fait toujours... on a l'impression que c'est Molson qui a inventé la bière au Canada, au Québec. Mais non, il y a eu ce développement, cette idée de comment ça lui vient et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bien, il faut se rappeler que Jean Talon a été intendant du Hainaut. Le Hainaut, c'est une province de la Belgique. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique? Ah ben oui, Donc, des frites. Et... Wow, Avec de la bière. Il n'y a pas encore de pommes de terre. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça s'en vient, mais pas encore. Non, mais c'est vrai qu'il a déjà à l'œil, il a déjà l'œil pour repérer les qualités du pays pour faire de la bière. Il repère tout de suite le fait que, bon, il y a beaucoup d'eau. Hein? Il y a une facilité à faire pousser l'orge, ça, c'est pas un problème. Le houblon va pousser également très facilement. C'est une plante résineuse qui demande un minimum, là, ça pousse très, très bien. Donc, il se dit, ben tiens, pourquoi ne pas forcer un peu la main aux habitants en établissant une brasserie et en, disons, favorisant la consommation de bière? Parce qu'il fait le calcul, il se dit, mon Dieu, les gens dépensent des sommes folles en alcool importé. Hein? Les navires qui arrivent à Québec, bien, il y a beaucoup de vin là-dessus. Hein? Ça transite souvent par Bordeaux et Bordeaux, bon. Donc, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup d'eau de vie. Et Talon, voyant ça, dit, bien, c'est beaucoup de capitaux qui sortent de la colonie. C'est beaucoup d'argent qui pourrait rester ici puis Petit détail, mais l'eau de vie, c'est quoi comme eau de vie qu'on consomme en Nouvelle-France à l'époque? C'est surtout de l'eau de vie de vin, donc qui est fait dans la région de Cognac. D'ailleurs, Cognac, hein, pour l'anecdote, avant à l'invention de l'eau de vie ou le perfectionnement de l'alambic, on faisait des vins qui étaient considérés comme très mauvais. Et à partir du moment où on les passe à l'alambic, ben, on découvre que ça donne d'excellents cognacs. C'était du mauvais vin qui est devenu... Oui, et ça a été la grande révélation pour cette région-là qui s'est développée beaucoup. Bref, on reçoit de ces eaux de vie de vin, des brandés, et on reçoit aussi des eaux de vie des Antilles, donc qu'on appelle à l'époque la guildive, qui est une façon de nommer le rhum à l'époque. Donc, on reçoit beaucoup d'alcool importé ici, et Talon voit ça et se dit, mon Dieu, mais pourquoi ne pas promouvoir un alcool local? Dans le fond, il était très précurseur dans cette approche-là de consommation locale. Parce que les gens d'ici, finalement, ne consommaient jamais de bière. Très peu. C'est ça, Ah, parce oui. que ça se transporte difficilement. Oui. Alors, vous dites que, justement, on lui dit calme tes ardeurs, mon cher Talon. Il y a des industries déjà en France qui produisent tout ce qu'on a besoin. Ça pourrait l'avoir démotivé. On a ici, j'ai amené, c'est quand même un document, le rapport de l'archiviste de la province de Québec, 1930-31. On a tous les mémoires et la correspondance de Talon durant ces 2 mandats, et ça fait 150 pages, c'est passionnant. On voit qu'il demande son rappel assez rapidement et il invoque aussi des problèmes de santé. Oui. Donc, il y a la frustration peut-être, mais il y a aussi des problèmes de santé. Est-ce qu'il s'acclimate finalement mal au pays? Comment ça se passe? Ça, c'est un peu dommage. On n'a pas beaucoup de détails parce que cette question-là d'une santé fragile revient à quelques reprises là, dans des indices qu'on a dans de la correspondance ou des gens qui parlent de lui. Frontenac, plus tard, va parler de la mauvaise santé de Talon également. Il y a un indice à un moment donné où on nous parle peut-être de problèmes aux mains, mais on n'en sait pas plus. Donc, est-ce que c'est de l'arthrite? Est-ce que c'est une forme de Parkinson? Il ne sait plus écrire. Ce qu'on se rend compte, de toute façon, c'est que son secrétaire personnel écrit tout. Même les lettres qui, normalement, auraient dû être faites par Talon, des choses très personnelles, c'est son secrétaire Patoulet qui va tout écrire. Et à certains moments, on se demande si ce n'est pas la signature de Patoulet quand on compare la signature de Talon. Enfin, donc, est-ce que c'est de cette nature-là? On ne sait pas exactement. Donc, des problèmes de santé, effectivement. Des ennuis de famille aussi. Il y a une querelle. Bon, on sait c'est quoi la famille. Quand il y a un décès, des fois, la succession, c'est pas simple. Et à un moment donné, Talon doit retourner en France pour régler certaines choses là, qui, de toute évidence, ne pouvaient pas être réglées par correspondance, surtout avec 4 mois de bateau en décalage. Donc, il demande son rappel. Au départ, on lui accorde, on essaie d'étirer un petit peu. On dit, ben, pouvez-vous rester 1 année de plus et tout ça? Oui, d'accord. Et il repart finalement après quand même un mandat de 3 ans. Mais c'est... Est-ce qu'il part avec
la conviction qu'il ne reviendra plus ou il est certain de revenir? Ou... Ça, c'est pas clair. Non, parce hein? qu'on va quand même lui nommer un successeur. Un successeur, d'ailleurs, que la postérité n'a pas tellement retenu. En Hein, effet. c'est Claude de Bouteroue. Mais il n'a pas. Il a mauvaise presse. Et pourtant, dans les témoignages de l'époque, on dit il a fait un très bon travail. Le secrétaire de Talon est resté, lui, et va l'aiguiller un peu, lui donne un coup de main en lui expliquant un peu les choses, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc, ça lui permet de reprendre le fil. Mais de toute évidence, après un an, on s'ennuie un peu de Talon. Donc, on lui demande de revenir pour un deuxième mandat. Et bon, il va accepter. Par contre, c'est un drôle de... C'est une drôle d'histoire, ça. Hein? On lui donne un second mandat en 1669. Il s'embarque. Le navire, avec des vents contraires, est obligé de revenir vers l'Europe. Il rembarque une deuxième fois. Il y a une espèce de naufrage, ou en tout cas, on s'échoue. Ça ne marche pas. Il repart finalement un an après, donc en 1670. Donc, c'est un contretemps pas mal plus fâcheux qu'un métro en retard, par exemple. Oui, oui. Oui, pas mal plus. Ou un avion. Alors, donc, il revient pour son deuxième et dernier mandat en Nouvelle-France. Le premier a duré à peu près 3 ans et le deuxième va durer à peu près 2 ans. Abordons peut-être deux aspects. L'un concerne ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire dans sa mission qu'on lui confie, dans la commission qu'on lui confie, on lui signale que c'est jésuite, puis l'Église, et peut-être qu'il faudrait leur faire comprendre qu'il y a un roi et que c'est l'autorité civile qui doit dominer. Alors, qu'en est-il de ce dossier-là? Est-ce qu'il réussit? Est-ce qu'il y a des tensions entre lui et Monseigneur de Laval? Racontez-nous. Oui, on peut parler de tension, effectivement, parce que Monseigneur de Laval, à l'époque qu'on appelle l'évêque de Pétré, qui va devenir éventuellement évêque de Québec, n'est pas un homme à se laisser imposer une autorité autre que la sienne. On dit parfois dans les écrits que c'est une créature des Jésuites. On n'ira pas jusque-là, mais disons que c'est vraiment un parti religieux très, très fort là, qu'on a, surtout à Québec, à ce moment-là, où est la résidence de Monseigneur de Laval, et avec les communautés jésuites et tout. Il y a vraiment un contexte où l'Église a pris trop de place. Et Talon doit, on va dire, faire le ménage là-dedans en rétablissant ce qui est la prérogative de l'État et ce qui reste à l'Église. Entre autres, il y a la question de la querelle. On y revient à l'eau-de-vie. Donc, la querelle de l'eau-de-vie, c'est que Monseigneur de Laval a décidé que les traiteurs d'eau-de-vie, c'est bonne valeur, on les excommunie. Et il n'a pas vraiment consulté les autorités étatiques avant de faire ça. Ce qui fait que, pour l'État, c'est peut-être pas ça qui était souhaitable au départ. Et c'est peut-être pas très bon pour le commerce. C'est pas très bon pour le commerce. Surtout que, comme plusieurs personnes vont le faire remarquer très judicieusement, si les Amérindiens souhaitent à l'époque avoir de l'eau-de-vie et que les Français refusent de leur en donner, ils descendent tout simplement un petit peu plus au sud et vont aller chez les protestants. Donc, ce sont les protestants qui vont les récupérer. On essaie d'amener ça sur un terrain religieux. Et évidemment, Talon n'est pas dupe. Il se dit, là, non, il faut vraiment que l'État ait la préséance pour ce genre de choix-là. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, il va défaire un peu ce que Monseigneur de Laval a fait. Donc, effectivement, ce n'est pas simple entre les deux hommes et ne s'aiment pas beaucoup. Et, d'accord. Et maintenant, parlons de tout ce qui est le domaine de l'exploration. Parce que, là, une fois que l'armée rétablit l'ordre, ou enfin, il y a une paix là, qui commence, là, qui débute avec les Iroquois, qui va durer presque 20 ans, le commerce recommence, et les explorations aussi recommencent. Oui. Alors, Talon, quelle est sa vision de la présence française en Amérique du Nord? Comment voit-il les choses et quels explorateurs va-t-il soutenir dans ses démarches? En fait, c'est un petit peu une vision continentale qu'il va amener, non pas la sienne propre, parce que, je rappelle, c'est vraiment un commis de l'État. Donc, il arrive avec des idées, oui, mais c'est surtout, il est l'instrument de la volonté royale d'essayer de développer le continent nord-américain. Et il va envoyer comme ça des explorateurs dans la région des Grands Lacs. Il va en envoyer en Acadie. L'Acadie, qui est quand même une région, on s'entend, qui a été fréquentée abondamment, mais il y a certaines zones qu'on a moins explorées. Donc, il envoie quelqu'un pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les voies de traverse. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on ne sait pas où les rivières aboutissent. Et on a toujours ce vieux rêve
peut-être de traverser le continent au complet par voie fluviale. On sait éventuellement ça va finir par se faire, mais ça prend encore plusieurs décennies. Mais à l'époque de Talon, on a encore cette idée d'essayer de rechercher l'embouchure, par exemple, du Mississippi, pour voir de quelle façon les connexions fluviales sont faites à travers le continent nord-américain. C'est incroyable de se représenter ça maintenant, Oui. à quel point pour eux, c'était comme un mystère, c'était une mystère. boîte noire. On ne sait pas où va le fleuve. Hein? On ne le sait pas encore à l'époque de Talon. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Donc, lui, pour mieux comprendre cette géographie interne du continent, ben, il envoie des missionnaires, il envoie des gens en mission, on pourrait dire, pour essayer de voir, remonter la source du Mississippi précisément. On va avoir l'exploration vers l'ouest, donc les Grands Lacs. Essayer encore là de voir où mènent ces fameux Grands Lacs. Sont-ils des lacs ou est-ce que ça débouche sur autre chose? Et quand on regarde la cartographie de l'époque, on voit l'évolution aussi à partir de l'époque de Talon. Je pense qu'il aurait été fasciné de voir ce qui sortait peut-être une trentaine d'années plus tard, quand on a davantage eu conscience de l'ampleur du territoire. Donc, c'est vraiment un travail qu'il a mis en place parce que tout était encore à faire à l'époque. Et parmi les explorateurs qu'il a soutenus, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont, je pense que Cavalier de la Salle, non? Cavalier de la Salle est un des grands noms qui reviennent. D'ailleurs, un type un petit peu têtu, hein, qui n'en faisait qu'à sa tête à certains égards. Donc, Cavalier de la Salle qui est missionné par Talon et par le fait même par le roi pour explorer, mais finalement prend des décisions, se dirige un petit peu plus à l'ouest, un petit peu plus à l'est, mais finalement revient avec des informations très précieuses qui ont fait progresser beaucoup les connaissances qu'on a du territoire. Donc, c'est là qu'on voit que l'action de Talon était à la fois très locale, mais très éclatée aussi en termes géographiques, et une importance qui va se répercuter là, comme ça du très petit, hein, faire des souliers au Canada, versus mieux comprendre aussi toute cette articulation des différents réseaux de circulation. Et quand on le lit, on a aussi l'impression qu'il avait déjà une vision très claire de ce qui pouvait être une menace pour la présence française en Amérique du Nord, c'est-à-dire les colonies anglo-américaines. Hein? Oui. Il a déjà une espèce de compréhension géopolitique du continent. Tout à fait. Et il invite le roi, justement, et le gouvernement à aller plus loin dans les explorations. Est-ce qu'on sait quelle est sa perspective sur les Amérindiens et les alliances avec les Amérindiens? Étonnamment, il ne se mêle pas beaucoup de ces questions-là parce que quand on regarde la commission de l'intendant versus celle du gouverneur, toute la question diplomatique avec les nations amérindiennes sont du ressort du gouverneur. Donc, Talon va s'impliquer seulement dans la mesure où ça compromet ou que ça touche une de ses attributions. Ce qui fait que lui-même ne sera jamais quelqu'un qui va se rendre sur place pour parlementer, pour essayer d'établir des traités ou des alliances. Ça, c'est vraiment le gouverneur qui s'en occupe. Donc, Talon va plutôt se concentrer sur le développement de la vie civile en Nouvelle-France et de la vie militaire aussi d'une certaine façon, mais pas impliqué directement. Lui, il est plutôt celui qui va s'assurer que les militaires reçoivent leurs rations, soient bien nourris, soient bien équipés. Donc, c'est toute cette gestion-là de l'armée qu'il va faire, mais sans être impliqué sur le terrain lui-même. Ce qui fait que ses relations avec les nations amérindiennes sont beaucoup moins étroites que celles, par exemple, que va avoir un Frontenac quelques années plus tard. Alors, pour ce qui est de son deuxième mandat, est-ce qu'il va essayer de revenir à la charge avec la diversification économique? Quelles vont être ses principales réalisations durant ce second mandat? À part le fait d'avoir poursuivi ce qu'il avait commencé dans son premier mandat, il va quand même continuer à essayer de développer d'autres aspects de l'économie. Tout à l'heure, je parlais des corderies et tout ça. Il va investir énormément d'attention dans ces initiatives. Il va aussi soutenir les artisans qui arrivent avec des idées. Hein, on pourrait dire que c'est comme une sorte de champion de l'entrepreneuriat. Donc, il va essayer d'allouer des subsides à ces gens qui essaient de démarrer, par exemple, une tuilerie. Pour faire des tuiles, des tuiles aussi pour de l'ardoise pour les toits. Donc, il va avoir différentes initiatives comme ça qui lui sont soumises et il va pouvoir les appuyer. C'est vraiment quelqu'un qui a une vision globale de ce que doit être la Nouvelle-France et pas seulement cette vision un peu réductrice là, que Colbert voudrait voir comme une sorte de colonie comptoir qui achète français et qui envoie des matières premières. Effectivement. Alors, comment expliquer qu'à ce moment-là, ça se termine, on a l'impression, un peu abruptement, donc seulement après 2 ans? Qu'est-ce qui mène à son rappel ou à
C'est lui, il est rappelé ou c'est lui qui décide de quitter? C'est lui qui demande finalement de repartir de façon plus définitive vers la France. Encore là, c'est la raison de la santé qui va être évoquée. Et on sent une certaine lassitude, probablement dû au fait que, bon, malgré toute sa bonne volonté, il se fait constamment taper sur le nez par les autorités françaises. Et finalement, ça devient peut-être un peu frustrant là, du point de vue de cette volonté d'entrepreneuriat qu'il a. Donc, il retourne en France et avec lui, avec son départ, vont un peu décliner toutes les initiatives qu'il a mises en place, malheureusement. Donc, par exemple, la brasserie, l'industrie navale également, on va voir que ça ne survit pas à son départ. Et ça, c'est un petit peu dommage. Comme si les graines qu'il avait germées vont mettre beaucoup de temps, finalement, à donner, à porter fruit. Et d'ailleurs, je montrais cette biographie de Thomas Chappet qui appartient à Lionel Groulx. Lionel Groulx, dans sa synthèse, dit que 1672, donc le départ de Talon, c'est comme une année tournante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette interprétation, mais un point tournant où on a l'impression que, alors que le jeune Louis XIV et Colbert s'intéressaient et voulaient développer la Nouvelle-France, qu'à partir de cette date-là, pour des raisons essentiellement de considération intérieure, ils se désintéressent un peu de la Nouvelle-France. Est-ce que c'est un peu... le départ de Talon est un petit peu symptomatique de quelque chose, peut-être? Bien, ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que tant et aussi longtemps que la France s'était un peu sortie de ses problèmes internes, justement, de ces querelles de succession avec les nations autour et tout ça, elle avait du temps et de l'attention à accorder à sa colonie. Mais à partir du moment où on recommence à se chamailler un peu avec l'Espagne, un peu avec l'Italie, un peu avec l'Angleterre, bien là, ça brasse sur tous les fronts et Louis XIV coupe un peu les valves par rapport au Canada et se dit, bon, on ne va pas dégarnir la France pour garnir la Nouvelle-France. Donc, on cesse d'envoyer des soldats à toute fin pratique. Le programme d'émigration féminine, donc les filles du roi, cesse également après 10 ans, en 1673. Et c'est effectivement un peu on ne dira pas le début de la fin, ça sera un peu trop pathos ou tragique, mais disons qu'il y a effectivement un tournant à ce moment-là. Mais tout de même, la colonie n'est pas laissée à l'abandon parce qu'on envoie quelqu'un de très flamboyant pour reprendre la direction de la colonie. On envoie Louis de Buade de Frontenac et qui arrive, en fait, il va croiser Talon, ils vont se côtoyer quelques mois et ensuite, c'est Frontenac qui va reprendre les rênes. Et on sait que l'intendant, lui, Talon, ne sera pas remplacé tout de suite, ce qui va donner... tout le loisir à Frontenac de s'étendre et de prendre ses aises en occupant à la fois l'intendance par intérim et ses propres fonctions de gouverneur. Et que se passe-t-il avec Jean Talon une fois retourné en France? Quel est son destin? Ça, c'est intéressant parce qu'il va se rapprocher beaucoup de la royauté à ce moment-là. On le sait, il a déjà rencontré Louis XIV à quelques reprises, mais il va devenir une personne très près de lui, en fait, en l'occurrence, garde-robe, gardien de la garde-robe du roi, officier de la garde-robe. Enfin, on est loin de la brasserie de la Nouvelle-France, mais... mais là, il ne faut pas s'imaginer que c'est lui qui sort les costumes qui poudre et tout ça. Non, c'est plutôt honorifique et c'est simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une proximité avec le roi et à une époque où toucher la personne du roi, c'est capital, eh bien, on comprend que c'est une faveur incroyable qu'il a reçue en ayant cette charge-là qui lui est octroyée. Est-ce que c'est parce qu'on était satisfait de ce qu'il avait fait en Nouvelle-France? Manifestement, oui. Et est-ce que ça veut dire qu'il va s'installer à Versailles plus tard? Est-ce que ça va... Il s'installe à Versailles, mais il a quand même un appartement parisien sur la rue du Bac, une maison d'ailleurs dont on a une description et on est capable de se figurer un peu son intérieur. Il vit selon un train de vie qui est celui des gens de sa condition. Donc, en tant que quelqu'un qui fréquente le roi, ben, on s'entend, il ne vit pas dans un 2 pièces. C'est une maison avec beaucoup de meubles, d'objets d'art, de tableaux. On sait que c'est vraiment un milieu qui ressemble à ce qu'on attend de la part d'un haut commis de l'État. Alors, à vos yeux, là, quel bilan faites-vous de cette intendance qui n'a duré que 5 ans, mais dont on parle encore ce soir et qui a été importante? Quel est le bilan que vous faites et aussi le legs peut-être le plus précieux de Jean Talon? C'est peut-être d'avoir semé l'idée que c'était possible de faire quelque chose ici de grand.
Et je pense qu'à ce titre-là, c'est important parce que même si concrètement, plusieurs des industries qu'il a installées, bon, comme on le sait, ne perdurent pas, ce sont des industries qui éventuellement vont revenir. L'idée aussi d'autarcie, d'être capable de produire ce qu'on va consommer, d'une certaine indépendance, finalement. Ça, c'est très novateur hein, par rapport à un système mercantiliste là, où on s'attend que le Canada ne se déploie pas tant que ça. Donc, ça, c'était, ma foi, peut-être l'élément qui ressort le plus de son mandat. Et on peut se demander quel aurait pu être le destin de la Nouvelle-France s'il avait fait une longue carrière ici. Si, par exemple, il était revenu en tant que gouverneur, éventuellement. Dans certaines sources, on mentionne cette optique-là, oui. Donc, ça ne s'est pas fait, on le sait. Mais qu'est-ce que le destin du Canada aurait pu être si cet homme, avec autant de volonté de développer ici, avait pu revenir? On ne sait pas. Donc, s'il avait eu une meilleure santé, peut-être s'il s'était établi, marié, enfant et tout ça, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Et est-ce que, on sait qu'au Québec, en tout cas, on se souvient de lui, on en reparlera tout de suite, mais est-ce qu'en France, on se souvient de lui un peu? Est-ce qu'il a laissé des traces, son lieu de naissance ou son travail? Est-ce que ça a laissé des traces? Pendant longtemps, la personne de Jean Talon a été un peu oubliée dans sa ville natale de Châlons, en Champagne. Mais heureusement, il y a plusieurs dizaines d'années, il y a un groupe qui s'est formé, qui s'appelle les Amis de Jean Talon, qui ont voulu réhabiliter cette mémoire-là, réhabiliter l'homme, réhabiliter ce Châlonnais, en faisant, par exemple, relever la pierre tombale. Donc, en fait, c'est plutôt une plaque funéraire qui est dans la cathédrale Notre-Dame-en-Vaux. Et donc, c'est vraiment la stèle funéraire de Talon qui avait été brisée à la Révolution française. Donc, on l'a fait relever et réinstaller. On a fait installer également une plaque sur sa maison natale. Donc, quand on va à Châlons, on voit très bien la maison existe toujours, elle est là, et il y a la plaque qui rappelle la mémoire de Jean Talon, premier intendant qui est venu en Nouvelle-France, et avec les dates. Et tout à côté, vraiment à un jet de pierre, il y a la place du Québec, donc une petite place publique qui a été installée. Il y a un lycée technique également à Châlons, qui porte le nom de lycée Jean Talon. Et vu que c'est un endroit où on apprend des métiers, quand on sait l'importance qu'il accordait au développement des métiers ici, bien, il y a quand même un clin d'œil très sympathique. Et il y a eu toutes sortes de colloques qui ont été faits également autour de Jean Talon, instaurés par les Amis de Jean Talon. Et au Québec, en une minute, le destin de Jean Talon dans les livres d'histoire, est-ce que les historiens ont été critiques? Comment a été disputée la mémoire de Talon? Comment l'a-t-on perçu? Bien, au 19e siècle, on le voyait un peu de façon héroïque. Hein? Puis ça a été l'époque aussi où on a fait faire des statues et tout ça. On a vraiment accentué cette mémoire-là. Ça s'est perdu un petit peu quand on regarde les livres actuellement. Le nom de Talon surgit, mais c'est très bref. Et c'est sûr que ça correspond un petit peu à la brièveté de son mandat. On ne se le cachera pas. Hein? 5 ans, c'est très court sur une époque. Mais tout de même, je pense qu'il y aurait lieu de ranimer cette mémoire-là ici pour que, quand on interroge quelqu'un dans la rue, que savez-vous de Jean Talon, ça ne soit pas seulement marché Jean Talon. C'est un petit peu tragique quand même, là, que tout le monde sait c'est qui, mais personne. Hein? Ouais, donc, il y a vraiment un travail de mémoire à faire autour de lui. En tout cas, certainement que ce travail de mémoire-là, vous allez nous aider à le faire davantage avec la biographie qui va paraître sous peu. On ne dira pas de date, on ne sait pas quand l'émission va être diffusée. Peut-être qu'au moment de la diffusion, elle sera déjà en librairie. Alors, Catherine Ferland, merci infiniment pour cet entretien. Merci. Et donc, merci beaucoup et à une prochaine. Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université TÉLUQ, un cours consacré à la Nouvelle-France.